Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Aujourd'hui, aux Engagés publics, on a une invitée prestigieuse. On est en compagnie de Madame Sonia Lebel. Bonjour, Madame Lebel, comment allez-vous? Bonjour, Denis, ça va très bien, merci. Prestigieuse, ça fort. Ah ben écoutez, on a une ministre avec nous aujourd'hui, on va en profiter. Donc, on va prendre le temps, on va passer peut-être 20 minutes, une demi-heure avec Madame Lebel. Donc, oui, on est en compagnie de Mme Sonia Lebel, avocate, procureure en chef de la commission Charbonneau, où on a pu apprécier votre esprit combatif, grâce à Infoman, surtout, qui a fait des montages semaine après semaine, qui nous permettaient d'être témoins de tout ça. Députée de Champlain pour la coalition Avenir Québec, anciennement ministre responsable de la condition féminine, ministre de la Justice, vice-première ministre. Par intérim, on oublie, hein? On a tendance à ne pas le mentionner. Quelques semaines. Quand même. Ben, vous voyez, quand je parlais de prestige tantôt, on peut pas, à un moment donné. Maintenant, ministre responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable des institutions démocratiques et de la réforme électorale. Vous trouvez que ça fait long, là? Je n'ai-tu oublié? La demi-heure achève, en tout cas. Est-ce que j'en ai oublié? Ça se peut, mais écoute, je pense que le principal présentement, c'est vraiment le Conseil du Trésor, l'administration publique, relations canadiennes. Avec ça, je pense qu'on a fait le tour. Madame Lebel, vous évidemment, aux engagés publics, mais nous, on s'intéresse à l'envers du décor, on démystifie la politique. On veut connaître qui sont les politiciens, qui sont les personnes. On a une expression, on dit le monde normal derrière chaque politicien. Parlez-nous un peu de votre background. Qui est Sonia Lebel? Ben, il n'y a pas plus normal que ça. Hein. Moi, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en droit. Mon objectif était justement à cette époque-là, d'aller en droit criminel, procureur de la couronne. C'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'avais vu... pour ceux qui ont le même âge que moi, à l'époque, c'était Quincy, là, le médecin légiste à la télé qui faisait des enquêtes. Puis même, je te dirais qu'au départ, je voulais m'en aller à la médecine, mais vraiment pour faire de la médecine légale. Donc, ça a toujours tourné autour des enquêtes, puis de la médecine légale. Fait que procureur de la couronne, pour moi, c'était quelque chose qui était attirant, droit criminel. Fait que j'ai fait mon stage à la couronne de Montréal, puis je suis restée là, je dirais... dans l'ombre du palais de justice, connu dans mon milieu, mais pas ailleurs, jusqu'à la fameuse commission dont tu m'as parlé, là. Commission Charbonneau, je pense, il me semble, ça s'appelait. Oui, c'est ça, la petite commission dont on n'a presque pas entendu parler. C'est vague, c'est très, très vague dans mon esprit. Je pense qu'on a pas mal le même âge, Mme Lebel, puis je pense que là, vous me parlez quand vous me parlez de Quincy, là, puis puis là, ça fait remonter des vieux souvenirs. Quincy qui habitait sur son bateau, moi, ça a été ça me fascinait. C'est une sorte de Colombo, mais du médical, tu sais. OK. Qu'est-ce qui vous a amené en politique, Mme Lebel? Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours de militante? Avez-vous eu un parcours de militante ou c'est arrivé d'une autre façon? Absolument pas. Absolument pas. Naturellement, je m'intéressais à la politique comme n'importe qui là, qui est intéressé au minimum par les dossiers qui m'interpellaient, mais pas du tout. Au contraire, même, je te dirais que j'avais un zéro passé de militante. C'est ce qui a fait en sorte que la juge Charbonneau, à l'époque où elle a monté son équipe pour la commission Charbonneau, est allée chercher des procureurs de la couronne. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la couronne, on a un devoir de neutralité. Tu sais, on a beaucoup parlé du projet de loi 21. Je ne veux pas rentrer dans des dossiers dans ça, mais l'idée, c'est que le procureur de la couronne ne peut pas s'afficher politiquement. C'est même dans notre loi. On ne peut pas faire de politique. On ne peut pas même, comme citoyen, faire partie d'une assemblée publique, même municipale. Donc, on a le droit de voter, là, je vous rassure, mais on ne peut pas faire valoir nos opinions publiquement pour garder cette neutralité-là. Donc, on a, je dirais, une neutralité acquise, obligée. Donc, moi, j'ai jamais eu de carte de parti politique. J'ai jamais été membre de parti politique parce que c'était contre ma loi. Donc, cette neutralité-là, cette espèce de réserve-là, elle est acquise au fil des ans. J'ai quand même été 27 ans là, donc je vous dirais que c'est ça. Mais
ce qui était, je te l'ai dit tantôt au départ, là, qui était la grande qualité, entre autres, que Mme Charbonneau recherchait, parce qu'on enquêtait sur, justement, les partis politiques, puis l'influence du financement versus les contrats publics. Donc, si on avait eu Puis elle était issue également du monde de la couronne, donc aucune couleur politique affichée. Donc, c'était idéal là, pour être capable d'entrer dans ces zones-là. C'est arrivé comment alors? Ben, c'est arrivé, je te dirais presque par accident, dans le sens où c'est la commission Charbonneau qui, moi, m'a fait découvrir le monde politique de façon plus précise. Je te dirais qu'on a rencontré beaucoup plus de beaux que de mauvais. On a dû naturellement présenter à la commission Charbonneau les angles qui nourrissaient le mandat, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des liens entre le financement et les contrats publics. Donc, c'est sûr qu'on ne présente pas les dossiers où ça va bien, on présente les dossiers où il y a des difficultés. Mais ça m'a quand même donné, je dirais, peut-être un intérêt, mais ça s'est arrêté là. Je suis retournée, moi, après la fin de la commission en 2015, je suis retournée à la Couronne de Montréal, au Palais de justice. J'ai refait 1 an et demi là à refaire mes dossiers de jury, de meurtre devant jury, comme je faisais avant qu'elle vienne me chercher. Et c'est la Coalition Avenir Québec qui m'a approchée pour me demander si j'étais intéressée. Puis en toute sincérité, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Mais ça m'a tellement pris par le champ gauche, Denis, que ça m'a pris 8 mois avant de leur dire oui de réflexion. Donc, oui. Mais moi, ça impliquait que je devais laisser derrière mon rôle de procureur de la Couronne parce qu'il faut brûler ce pont-là, parce que là, maintenant, je suis affichée politiquement. Donc, compte tenu de ce que je t'ai dit tantôt, je ne peux plus retourner en arrière. Donc, c'est une grosse réflexion. Et voilà, une longue réflexion parce que je remettais ma base, comme on dit, je coupais ce pont-là de façon définitive. Donc, puis c'était une décision assez importante pour moi. Donc, 8 mois de réflexion quand même. Là, puis là vous avez été ministre de la Justice. J'ai comme spontanément envie de vous demander, puis le regrettez-vous? Avez-vous eu l'impression d'avoir eu plus d'impact sur la collectivité comme procureur de la Couronne ou comme ministre maintenant? Bien, on a un impact dans les deux cas, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Moi, j'ai eu beaucoup d'impact comme ministre de la Justice. Je suis contente parce que j'ai eu l'occasion dans le 2 ans où j'ai été là, de faire passer des dossiers qui m'intéressaient beaucoup, de faire avancer d'autres dossiers. Bon, la prescription en matière d'agression sexuelle qu'on a abolie dans le droit criminel, au droit civil, pardon, parce qu'en droit criminel, il n'y a pas de prescription. D'être capable de mettre en place des nouvelles mesures, d'accélérer la transformation numérique. C'est pas des choses nécessairement qui sont très grand public dans le sens que je dis, bon, c'est pas des dossiers sexy, là, c'est pas des choses qui sont des nouvelles avec abondance, mais il y a beaucoup de travail de sous-marin que j'ai réussi à faire, qui, moi, je sais, va avoir un impact à long terme. C'est sûr que comme procureur de la Couronne, on a peut-être l'impression d'avoir un impact plus proche d'un citoyen particulier, d'une victime ou d'un dossier, mais non, j'ai réussi, puis je suis contente parce que comme j'ai été capable dans ma carrière de faire les deux, ben je sais que j'ai été capable de faire avancer certaines choses, moi, qui me préoccupaient. Bon, en 2 ans, on change pas le monde au complet, mais je pense avoir réussi à faire bouger l'aiguille un peu, là, c'était mon objectif. Tantôt, vous avez, je me souviens pas de l'expression que vous avez utilisée, mais vous disiez que vous aviez eu des impacts qui avaient un peu passé sous le radar ou qui n'étaient pas très sexy. Cela dit, vous êtes dans les députés, si on regarde tout parti confondu, qui avait quand même une cote d'amour assez importante. Les gens vous apprécient, entre autres, à cause de ce que vous avez fait parce que vous avez travaillé transpartisanerie, je ne sais pas si c'est le même qu'on le dit, mais vous avez su faire avancer un dossier en commun avec tout le monde puis je pense que les gens reconnaissent qu'il y avait un réel, c'était pas motivé par des désirs politiques ou des buts politiques, là. Non, c'était une continuité avec ce que je faisais avant, Denis. Bon, pour moi, là, de travailler, c'est sûr que tu parlais tantôt d'Infoman puis de la commission Charbonneau. C'est sûr qu'on a présenté en boucle tu sais, on a été là pendant 3 ans en audience, 7 jours, je dis pas 7 jours sur 7, là, mais 5 jours sur 5, de 9h le matin à 5h. Il y en a des enregistrements. Donc, c'est sûr que quand on présente les fois où j'étais peut-être plus j'ai juste le mot anglais, assertive, là, plus direct, plus même, bon, on m'a traité de maîtresse d'école de façon péjorative, on s'entend comme la vieille expression de Germaine. J'écoutais avec le fouet. Oui, je suis tombé là-dessus dans mes recherches sur YouTube. Oui. J'ai l'impression que ma visibilité comme ministre de la Justice, si j'étais pas partie de la commission Charbonneau, n'aurait peut-être pas été la même. Et peut-être aussi que les gens ont été peut-être surpris de découvrir ce côté plus
plus médiatrice, rassembleur, négociatrice de moi. Mais dans ma vie de tous les jours, je veux dire, dans 27 ans de carrière à la Couronne, j'ai réglé beaucoup plus de dossiers que ceux où on est allé devant le juge pour terminer, là. Et ça, c'est pas quelque chose qui est visible non plus. Donc, puis, tu sais, à la commission Charbonneau, là, on interrogeait, moi, j'ai eu à interroger des gens du crime organisé, des gens qui étaient récalcitrants. Il n'y a personne qui est venu s'asseoir sur ce siège-là en nous disant « Merci, oui, ça me tente, s'il vous plaît. » Tu sais. Donc, c'est sûr que c'était le rôle et les circonstances demandaient une façon d'être beaucoup plus rigide, là. Mais je pense que ma visibilité, je me fais pas d'illusions, vient de cette télé-réalité-là qu'on a vécue pendant 4 ans. Et qui fait que j'étais sous le regard. Puis après ça, c'est sûr que ça m'a donné l'occasion de faire valoir un autre côté de ma personnalité, mais aussi une autre façon de travailler qui est beaucoup plus la mienne dans la vie de tous les jours. Il y a une différence entre être prête à aller au combat puis désirer aller au combat à chaque fois là. Alors, moi, je suis toujours prête, mais je désire pas me rendre là. Mais ça me ramène à mes questions pour connaître votre cheminement qui vous a amené en politique. D'ailleurs, ça fait 2-3 fois que je remarque votre T-shirt. Je voulais vous dire bravo. Excellent, chouette T-shirt. C'est comme le côté givré qui paraît moins souvent, hein, tu sais. Mais c'est un T-shirt qui a une bonne popularité, avec raison aujourd'hui de ce temps-là. Oui, puis il y a un lien avec ce que je faisais avant. Donc, j'ai une affection particulière pour les fonds qui sont ramassés grâce à ce T-shirt-là en plus. Fait que... Oui, c'est vrai. Hein? Il y a une collecte. On encourage les gens d'ailleurs à acheter le T-shirt. Je vais aller en acheter un, moi, après. Je n'en ai pas. J'ai des gens à qui l'offrir. J'ai des gens à qui l'offrir. Ça me ramène au parcours politique, parce que ces qualités-là que vous avez pu faire valoir à travers tout ça, quand même, c'est ça qui a été reconnu. Et même, je pense que c'est une des raisons, je pense qu'au-delà de la notoriété, là, c'est surtout cette réalité-là que les gens à la CAQ ont voulu aller chercher, fort probablement. Fait que ça nous ramène mais là, en fait, non, moi, c'est ça ma question, c'est pourquoi la CAQ? Parce que j'imagine que ça ne devait pas être le seul parti qui vous ont courtisé. Je répondrai pas à la deuxième partie parce que je vais me laisser... Mais pourquoi la CAQ? Ben, honnêtement, je m'attendais pas à faire de la politique, moi. Donc, quand on m'a approché, j'ai finalement rencontré François Legault. Puis là, tu sais, moi, je suis allée avec mon impression. J'ai beaucoup d'envie choisie par des gut feelings. Souvent, est-ce que je le sens ou je le sens pas? Je te dis pas que ça a toujours fonctionné, mais tu sais, ça fait après 27 ans d'expérience à savoir qu'est-ce qui me rend à l'aise, qu'est-ce qui me rend mal à l'aise. J'ai appris, moi, à me connaître et j'avais un bon feeling. Et ce qui me plaisait beaucoup dans la CAQ, honnêtement, c'était l'amalgame de tous les partis, c'est-à-dire de tous les points de vue. On a à travers le caucus de la CAQ, on n'est pas toujours d'accord, puis c'est normal, puis j'espère que les gens s'attendent pas à ce qu'on soit tous des moutons non plus. François Legault, la beauté, pour moi, de la CAQ, c'est qu'il est venu nous chercher individuellement les 76 élus, 75 élus qui sont dans le caucus. Et pour nos qualités différentes les uns des autres. Fait que moi, je pense que quand on en ressort avec un consensus, c'est parce qu'on a trouvé, j'allais dire, la zone où tout le monde est confortable à peu près. C'est peut-être pas l'idéal dans tous les dossiers. Je les nommerai pas, mais il y a des dossiers, c'est sûr, moi, avec lesquels je suis c'est moins dans le centre de ce que je voudrais par rapport à d'autres, mais on finit toujours par trouver ce que j'appelle le point d'équilibre, un peu comme on a travaillé les dossiers avec l'opposition. Donc, la CAQ en soi je veux pas dire ça de même, mais est comme un bon bassin d'opposition, c'est-à-dire qu'entre nous, on est capable d'aller voir des conversations puis de trouver la zone. Et ça m'a plu beaucoup, moi, parce que je trouve tous les points de vue sont représentés, puis pas juste une couleur où on suit. Puis tout est à bâtir. La CAQ a 10 ans, je pense. Cette semaine, d'ailleurs, c'était hier, si je ne me trompe pas. Oui, à 10 ans cette année. Donc, tout est à bâtir. C'était une belle plage blanche à écrire dans le sens de nos façons de faire, là. Mais moi, ce qui est venu me chercher, c'est vraiment ça. Tu sais, il y a des anciens du Parti québécois, il y a des anciens du Parti libéral, il y a des gens comme moi qui n'avaient pas nécessairement de couleur, mais qui ont des convictions dans différents domaines. Donc, je trouve que ça nous ramène, là, personnellement, là, dans une zone... on trouve le centre, disons, plus facilement. Parlons de votre comté un peu. Qui sont les électeurs de Champlain? Qu'est-ce que vous avez appris des électeurs ou du Québec au contact des gens de Champlain?
Mais Champlain, c'est un comté qui est très rural, beaucoup plus rural. Il y a une partie de Trois-Rivières, mais c'est Cap-de-la-Madeleine, hein, donc c'est vraiment la partie. Puis les gens, puis on est très attachés au Cap-de-la-Madeleine. Je comprends qu'on est rendu Trois-Rivières maintenant, mais pour les gens, on s'identifie encore au Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France. Il y a toute la portion là, du chemin du Roi, sur le bord de la 40, le fleuve. C'est vraiment très différent. Eux autres sont beaucoup plus en contact avec le fleuve. Et moi, j'ai la portion de Mekinac qui est vraiment forestier. Je trouve que j'ai un bel échantillonnage du Québec juste dans Champlain, un petit peu comme un microclimat, microsystème. Mais ça me plaît beaucoup. Moi, je suis une fille de plein air, je suis une fille qui aime aller jouer dehors, je suis une fille de bois aussi. Tu sais, on a le rat des villes, le rat des champs. Vous avez côté mer, côté terre. Oui, exactement. Puis survie en moi très facilement. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé en ville toute ma vie, mais je suis une fille qui vient des régions. Fait que pour moi, c'est pas incompatible tout ça. Fait que j'adore le comté de Champlain parce que c'est vraiment très représentatif de ce que j'aime. Vous venez de Matane, hein? C'est ce que je lisais dans mes recherches. À l'origine, oui. Okay. J'avais 5 ans quand mes parents sont déménagés. OK. Ben, Matane nous donne quand même des bons politiciens. On va finir par le reconnaître. Maintenant que vous êtes député avec l'expérience de l'Assemblée nationale, je serais curieux de vous entendre. C'est où que c'est le plus difficile d'avoir une réponse? Est-ce que c'est lors des séances de l'Assemblée ou lors de la commission Charbonneau? Ben là, c'est parce que je suis plus du même côté. Là, parce que je te réponds. Écoute, là, je réponds aux questions. Oui, ben c'est ça c'est mon point. Vos collègues doivent être contents. Quand on connaît votre combativité, vos collègues doivent être contents que vous soyez du même côté qu'eux parce que... Oui, mais ça a été dur pour moi, par exemple, de passer du répondeur au questionneur ou du questionneur au répondeur. Mais là, si je te dis que c'était la commission qui en avait plus de réponses, tu vas me dire, ben vous avez vu sa réponse, c'est à vous qu'on pose des questions. Fait que je m'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est pas le même forum. Mais je vais te dire, c'est pas la même chose. Là où on a le plus de levier pour faire répondre aux questions, c'était plus à la commission Charbonneau, je pense. Je trouve ça très évocateur comme réponse. Oui. Merci. Je vais m'imiter à ça. Vous avez transmis officiellement au gouvernement Trudeau les demandes du Québec en vue de la modernisation de la loi fédérale sur les langues officielles. Vous avez reçu une réponse sur Twitter. C'est tout un canal. Pourquoi est-il si important de plaider pour une reconnaissance de la position minoritaire du français comme langue officielle? Bien, c'est parce que c'est très important. Mais comme tu l'as nommé tantôt dans mes responsabilités, il y a la francophonie canadienne. Hein. Puis pour moi, c'est extrêmement important. J'ai fait le tour du Canada avant la pandémie et je me suis rendu compte que, écoute, le français au Québec est extrêmement important. Ça fait 50 ans qu'on y travaille avec la loi 101 à renforcer notre français. Mais moi, je suis convaincue que si on n'aide pas le reste de la francophonie canadienne à se solidifier, on est comme une île, nous, où on est une île au milieu d'un océan d'anglophones et nos berges, nos rives, pour moi, c'est la francophonie canadienne. Puis si cette érosion-là se fait tranquillement, ben je m'excuse, à un moment donné, c'est nous autres aussi qui allons être. Donc pour moi, c'est pas à sens unique, ça. Ils vont, tu sais, fait que plus la francophonie canadienne hors Québec, parce qu'on fait partie de cette francophonie-là, mais plus la francophonie hors Québec va être forte, solide, bien reconnue, moi, je pense qu'on y a un avantage certain, là. Donc, il y a un petit côté un peu égoïste aussi là-dedans. Il y a aussi le fait que je veux dire que moi, tu as parlé de ma femme tantôt, mais ma famille maternelle vient du Nouveau-Brunswick. Là. C'est vraiment des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Mon grand-père, ma grand-mère ont déménagé à Matane pour fonder leur famille. Ma grand-mère a dit, moi, à cette heure maintenant, à Matane, j'ai un accent. Quand je retourne chez nous à Tracadie, ils trouvent que j'ai perdu mon accent. Mais donc, pour moi, j'ai toujours été très proche du reste de la francophonie. Fait que c'était un naturel dans un certain sens, mais pour moi, j'y crois, là. Je veux dire, c'est pas vrai là, qu'on peut, ad vitam aeternam, rester solide si autour de nous, le français diminue constamment. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que le Québec n'aurait pas meilleur jeu d'être indépendant pour défendre le français? Mais là, je comprends qu'avec ce que vous venez de me dire, ça vient orienter la réponse.
Ouais, honnêtement, je te ferai pas une réponse politique. Je ne sais pas, vraiment. Je pense pas que ce serait un avantage parce que à ce moment-là, on serait comme la France qui essaierait de défendre la francophonie du Canada. Est-ce qu'ils sont plus ou moins bien placés parce qu'ils sont indépendants du reste du Canada? Je ne sais pas. Ben, J'ai pas la réponse. Par rapport à la francophonie, j'ai pas la réponse. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'est pas rendu là pour plein de raisons, puis qu'on n'est plus rendu là présentement, puis il faut mettre notre énergie ailleurs que sur la séparation. Mais ça, c'est une conviction plus personnelle, puis très ciblée dans le temps, là. Mais par rapport à la francophonie, non, je pense pas qu'on aurait. Je pense pas que ça aurait un meilleur effet, parce que là, présentement, moi, j'ai investi en francophonie. J'ai des bureaux du Québec à Edmonton, j'ai un bureau du Québec à Halifax, j'en ai un à Toronto, j'en ai un à Vancouver. Donc, j'ai les pieds sur le terrain. C'est de la diplomatie interne, si tu veux, mais j'ai les 2 pieds sur le terrain un peu partout. On veut donner une twist plus économique à cette francophonie canadienne-là pour nos entrepreneurs aussi. Là, avant la pandémie, on avait amené beaucoup d'entrepreneurs du Québec, entre autres, au Congrès mondial acadien pour faire des affaires de partenariat. Donc, je sais pas. J'ai en toute sincérité pas la réponse à cette question-là. Mon impression est qu'on ne gagnerait pas nécessairement en matière de francophonie, là. Ouais. Mais peut-être, je sais pas. J'ai pas analysé ça. En fait, c'est vraiment, tu sais, si on regarde le fait minoritaire francophone en Amérique, c'est vrai qu'on peut se demander lequel des deux serait. Oui, mais on sera encore là, minoritaire en Amérique. Je veux dire, le lendemain qu'on se sépare, là, il va pas avoir un gros punch qui va prendre le Québec puis qui va nous sortir de l'Amérique. Là. On va demeurer entouré d'anglophones. Oui, mais avec peut-être plus de pouvoir pour justement défendre. Mais avec la loi 101, on a quand même, moi, c'est pas la mienne, c'est celle de Simon Jolin Barrette. Ouais, c'est ça. On va laisser présenter ces choses, mais on a quand même des bons outils. Il faut y travailler. Mais tu sais, la réalité là présentement, c'est pas une réalité il faut renforcer là, puis j'en suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi prendre conscience que c'est une réalité de génération aussi, hein. Moi, tu sais, Netflix, puis les postes américains, puis YouTube, demain, on se sépare, je veux dire, mes enfants vont y avoir encore accès. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Puis, tu sais, la génération qui était très consciente de la difficulté du fait francophone est plus âgée. La nouvelle génération est ailleurs. Il faut juste les sensibiliser. Mais je sais pas, j'ai sincèrement, c'est matière à réflexion, mais j'ai sincèrement pas la réponse. Je te ferai pas comme ah non, je sais pas. On a un groupe avec les engagés publics sur Facebook qu'on appelle les engagés. On a la question des engagés. On a Alizée Noumedem puis ça, c'est une question qui a été plébiscitée par l'ensemble des engagés qui sont les membres de notre groupe, qui voulait savoir, savoir où on en était du côté de la réforme électorale. Ça intéresse, peu importe dans quelle partie, de quel côté on se trouve, tout le monde est intéressé par ce dossier-là. Où en sommes-nous? C'est un peu un exemple de ce que je te parlais de dossier qui n'est pas sexy, dans le sens où pour grand public, c'est plus difficile d'avoir cette discussion-là parce que les gens ont peut-être moins conscience de l'importance. Puis quand je dis ça, c'est pas péjoratif du tout, là, c'est normal. Moi, avant même de plonger dans la réforme électorale, l'avantage d'un mode de scrutin par rapport à un autre sur ma vie quotidienne, je la voyais pas. Donc, à un moment donné. Donc, c'est pas compliqué. Mais il faut quand même prendre le temps. On est encore à la même place. On veut que ça progresse. C'est sûr que le temps parlementaire a été amputé de beaucoup dans la session passée. Je te l'apprendrai pas. On a perdu un bon 3-4 mois de temps de commission parlementaire. Puis on peut en faire des choses en 3-4 mois. J'ai encore parlé avec le directeur général des élections dernièrement. Donc, on est encore sur les rails. Je dois discuter avec mes collègues de l'opposition pour voir... Qu'est-ce que ça veut dire, on est sur les rails? Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements avant octobre? Avant la prochaine, moi, c'est l'objectif. Octobre 22? Moi, je maintiens le cap là-dessus. Ah, ouais. Mon objectif, c'est sûr que oui. Là, on a eu les consultations. On va s'engager dans l'article sous peu. Il y a des demandes qui sont faites par mes collègues de l'opposition. Moi, j'ai aussi des limites dans le bout de chemin que je peux faire. Donc, il faut que je leur parle parce que moi, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on continue à progresser dans un consensus. Donc, on verra, mais c'est encore partie des dossiers qui sont actifs, on va le dire comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites tenir le cap sur le calendrier. Oui.
Oui. Parce que au moment où je te parle aujourd'hui, quelle date qu'on est? Là? On est le 22 février. on est en quelle année? 22 février 2021, puis on a hâte que ça finisse. Ben, en tout cas, je ne sais pas si on a, on a hâte que le côté... Ben, en fait, la pandémie, c'est un peu de ça que je parlais, mais malgré la pandémie, parce que dès le départ, vous l'aviez dit, hein, vous aviez dit que la pandémie n'allait pas être un prétexte pour chambouler le calendrier, puis je suis quand même surpris de vous entendre aujourd'hui maintenir cet aspect-là, donc à savoir que le calendrier est respecté. Ben oui, mais autant que faire se peut, naturellement. Moi, je te dis mes intentions à moi comme porteuse du dossier. Naturellement, il y a mes autres collègues aussi qui ont des intentions législatives très, très importantes pour eux. Il y a un goulot d'étranglement à un moment donné qui va arriver, mais moi, je maintiens le cap et j'ai encore l'intention de le faire progresser. Donc, déjà, si la volonté est là, on verra pour la suite, mais je pense que c'est très important. Moi, j'y crois, ce changement-là, là. Mais en tout cas... c'est ça. Des fois, je me rends compte que j'ai des envolées, puis ça aboutit pas plus loin que d'où je suis partie. De toute façon, on va faire comme les grands médias. C'est tout le temps dont nous disposions, Sonia Lebel. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Bon, merci beaucoup, Madame Sonia Lebel, d'avoir pris... écoute, mine de rien, on a passé 25 minutes en enregistrement ensemble. C'est très, très, très apprécié. Si M. Jolin Barrette veut venir nous parler de la loi 101, je suis excessivement intéressé. Vous pourrez lui passer le message. Donc, merci encore une fois de nous avoir consacré du temps. Puis, donc, merci d'avoir été à l'écoute. Vous êtes en train de nous écouter sur Facebook probablement ou sur YouTube. Vous pouvez nous écouter aussi à l'audio sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Spotify. On est sur SoundCloud. On a notre site web engagépublic.com. Allez vous acheter le T-shirt L'amour Chris. Ça sera d'ailleurs notre titre pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Nous sommes engagés publics.